Bonjour à tous, bienvenue dans Éducation financière, mesdames, messieurs. C'est ce nouveau numéro qui va nous permettre d'évoquer un sujet particulier qui nous touche à tout. Nous allons évoquer l'épargne, l'importance de l'épargne. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent épargné? Pourquoi on doit épargner? Pourquoi nous devons chaque fois sensibiliser les uns et les autres à l'éducation financière et particulièrement à cultiver cet amour de l'épargne? Il faut épargner quand on gagne combien? Est-ce que quand on a peu, on peut épargner? Quand on a beaucoup, on peut épargner? Et enfin, à quoi, en tout cas, doit nous servir cette épargne? Les budgets serrés, oui, on en pose toujours cette question. Avec le peu que je gagne, je n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois. Comment faire pour ne plus revenir et mettre la main dans la caisse de l'épargne? Et comment faire avec un budget assez serré? Et nous allons comprendre aussi comment épargner. Une technique simple qui vous sera fournie au cours de cette émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Éducation financière. Une question passionnante, bien sûr. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions avec un chercheur, économiste, lui qui a l'envie de sensibiliser aussi le jeune à l'épargne. Nous recevons pour nous ces jours Mboukou Nouni, qui est expert et chercheur en économie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, merci. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Il vous est arrivé d'épargner? Oui. Il vous arrive d'épargner? Oui, je parle. Donc, vous ne venez pas nous vendre des illusions, vous venez pour échanger sur quelque chose que vous aussi vous pratiquez. Exactement. Alors, un sujet aujourd'hui, l'épargne. Et ça dit quoi d'abord l'épargne? On entend parler dans l'éducation financière et il y a toujours la culture de l'épargne. C'est lui qui n'épargne pas, c'est depuis biblique, la Bible a enseigné l'épargne. C'est quoi? Quand est-ce qu'on peut parler de l'épargne et qu'attendons-nous de l'épargne? C'est quoi l'épargne? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Pour mieux répondre à cette question, j'aimerais me référer au numéro précédent où on avait parlé du revenu. On avait dit revenu égale consommation plus épargne. Et on avait dit la consommation, c'est quoi? C'est l'utilisation immédiate de la partie du revenu. Maintenant, l'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est la consommation différée du revenu. C'est-à-dire quoi? Par épargne, ceux qui nous suivent à la maison doivent retenir que l'épargne n'est rien d'autre qu'une consommation différée dans les temps. Mais se pose la question, mais comment on peut encore définir l'épargne par une consommation? En réalité, lorsqu'on parle du revenu, revenu égale consommation. Il y a une consommation immédiate, qu'on appelle consommation dans le sens large. Il y a une consommation différée. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas aujourd'hui, mais on va quand même les consommer. Donc même l'épargne est vouée à la consommation. Exactement. L'épargne, c'est aussi une consommation. Mais une consommation différée dans les temps. Alors, il y a un peu de mots assez simplifiés, différés dans les temps, c'est-à-dire quoi? Dans un langage assez accessible à tous. Ok. Lorsqu'on parle de l'épargne signifie une partie du revenu qui est magasiné pour être utilisé dans un futur proche. Ok. Le revenu en question, ce n'est pas seulement celui qui touche mensuellement, trimestriellement, parce qu'il y a aussi des traitements trimestriels, annuels, et voire même les journaliers. Est-ce que c'est seulement pour les salariés ou c'est quelle sorte de revenus qu'on doit épargner? On doit épargner sur base d'un revenu permanent ou disponible. Permanent et disponible. Autrefois, j'avais évoqué des notions de revenus. On a dit qu'il y a des revenus transitoires, il y a des revenus permanents. Des revenus transitoires, c'est ce qu'on appelle dons et autres. Après cette émission, vous me donnez un $100, un des $100. C'est un revenu, mais un revenu transitoire. Ce n'est pas chaque fin du mois que j'aurai ces $200, soit chaque jour que j'aurai. Occasionnel. Occasionnel. Même le revenu par occasion, vous devez toujours soustraire avoir un réflexe d'épargner. Oui. Vous devez toujours chercher à tout prix à mettre quelque chose de côté. Donc, prenons l'exemple, je vais à un rendez-vous, comme on a toujours cette culture africaine, on ne peut pas laisser un visiteur venir chez vous partir comme il était venu. On me donne de quoi payer mon carburant, par exemple. Dans ces carburants-là, je ne peux pas m'acheter le carburant directement, je dois épargner. Pas nécessairement. Ok. Avec cet exemple-là, il faut maintenant voir, on me donne un carburant de combien? Oui. Parce qu'il y a des carburants, et carburants, voulais-je dire. On peut me donner 5 000, on me dit, bon, mais c'est beaucoup avec tout ce qu'on vient de dire ici, vraiment c'est intéressant, je vous donne $5 000 pour les carburants. Mais
est-ce que je peux mettre un carburant de 5 000? C'est impossible. Alors. Je peux utiliser autre, et puis ça va me permettre, cette somme-là va me permettre aussi d'exécuter d'autres besoins, mais au finish, je dois avoir les réflexes épargne. Je me dis, avec ces 5 000, que j'enlève le 20% de ces 5 000, et puis le reste, je peux faire autre chose. Autre chose. Alors, nous avons compris l'épargne, donc c'est la mise en caisse d'un revenu. Une partie du revenu. Des revenus qu'on va des dépenses qu'on va quand même dépenser. Ce n'est pas éternel que j'épargne juste pour avoir des comptes d'épargne pleins. J'épargne quand même. Alors, quels sont les motifs pourquoi on peut avoir à recourir à l'épargne et des raisons valables pour recourir à l'épargne? Les raisons valables de l'épargne sont les suivantes. Premièrement, tout humain a besoin d'avoir des liquidités. Disposer des liquidités. Okay. Pourquoi on doit disposer des liquidités? On se dit, moi aujourd'hui, j'ai besoin d'un téléphone. Le téléphone coûte 500 $ par exemple. Par exemple. Je me dis, mais maintenant là, je n'ai pas d'argent. Mais il faut quand même, j'aurais besoin de ces téléphones au mois d'août. Mais il faut commencer à mettre quelque chose en caisse. On est au mois de mai, il faut commencer à mettre quelque chose en caisse pour que j'arrive à acheter ces téléphones de 500 $. Et ce que je fais, pourquoi je dois épargner? Parce que je dois disposer de liquidités. On appelle ça une épargne pour réaliser un projet. Un projet dans un futur proche. Très bien. Deuxièmement, il y a disposer une réserve. Pourquoi on doit disposer une réserve? On dit, entre guillemets, on ne sait jamais. Quand il y a des imprévus, parfois on se pose la question, est-ce que vous n'avez rien? Une fois fini l'émission, je peux connaître aussi un sinistre. Mais avec quoi on va me traiter? On dit, vous n'avez rien. C'est ça la question qu'on se pose. Et après là, peut-être ça peut me prendre un mois. Alors comment je dois vivre, ou soit survivre, si jamais je n'avais rien dans ma caisse? Donc je dois avoir une épargne. Deuxièmement, j'ai dit, c'est pour disposer une réserve. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'épargne de précaution. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver quelque chose, donc je dois épargner. Troisièmement, c'est pour constituer un patrimoine. Quand vous travaillez, vous dites, je dois léguer à mes enfants quelque chose. Ou soit je dois me procurer une maison. Je dois avoir un véhicule. Donc tout ça, il me faut épargner. C'est seulement au Congo où on trouve quelqu'un qui était chômeur, entre guillemets, et qui n'avait ni maison ni véhicule. Une fois nommé, après 3 mois, il a 2 véhicules de luxe. Il a 5 maisons à Gombe. Mais il faut se poser des questions avec quoi il arrive à acheter tout ça. Donc ça serait comme un enrichissement illicite et qui est une infraction pénale. Évidemment. Alors, là, on a compris les 4 les 3 types, mais je n'ai pas fini le 3e. Il faudra que je mette l'accent. Le 3e, c'est ce qu'on appelle, j'ai dit, constituer un réserve, c'est ce qu'on appelle l'épargne à la retraite. Lié à la retraite. On se prépare, on s'est dit, aujourd'hui je suis journaliste actif, mais après demain je ne serai plus actif. Il faut préparer aussi ma retraite. Il faut préparer la survie de mes enfants. Il me faut. Donc il faut, lorsqu'on parle du patrimoine, on voit l'héritage, on voit le bien. Je ne veux pas vraiment entrer dans des notions purement économiques, soit comptables, mais en gros, lorsqu'on parle du patrimoine, on voit les biens, l'héritage. Alors, est-ce que vous ne serez pas d'autre part taxé d'un prophète de malheur quand vous voudriez mettre de côté, sachant qu'après 20 ans, je ne serai plus actif, créer un patrimoine, investir plutôt, avoir de l'épargne pour un projet? Est-ce que vous ne serez pas taxé peut-être d'un peuré qui a juste, qui ne veut pas affronter la réalité et vivre sa vie? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Peut-être au Congo, on peut me traiter de tous les noms, mais je ne pense pas. Non, on reste dans les règles de l'art. On ne dit pas seulement pour le Congo. On doit voir les avantages de l'épargne, les motifs. Vous venez de dire épargner pour un projet, vous épargnez pour un projet d'investissement, vous épargnez pour des survies, peut-être qu'il peut y avoir des sinistres, toutes sortes de sinistres. Et aussi, c'est créer du patrimoine, aussi la retraite, là, c'est vraiment ça.
Alors, quelles sont les différentes formes d'épargne pour cette catégorisation que vous venez de nous montrer? Il y a principalement 3 formes d'épargne. 3 formes d'épargne. Ouais, en chaque sorte. Il y a l'épargne forcée. C'est d'ailleurs ce que nous vivons au Congo. C'est-à-dire? L'épargne forcée, c'est-à-dire sur base de l'augmentation de prix sur les marchés. On ne dit pas augmentation, mais hausse de prix sur le marché. On est obligé de ne pas consommer comme avant. Avant, je donne un exemple, 3 000 francs me permettait d'avoir 300 unités. Mais aujourd'hui, avec 3 000 francs, c'est 100 unités. Donc, $1. Et je me dis, bon, est-ce que je suis obligé de consommer comme avant? Peut-être avant, je mettais 500. Mais maintenant, je me dis, avec les réalités, je ne peux plus. Soit je peux mettre 200. L'argent restant là, je le mets en caisse. Ce n'était pas vraiment mon souci, n'était pas d'épargner, mais des réalités me poussent à magasiner quelque chose par inadvertance, entre guillemets. Il y a aussi l'épargne involontaire. C'est toujours des notions vraiment cadrées avec notre pays. On s'est dit... Donc chez nous, il y a de l'épargne forcée. L'épargne forcée. Donc la perte de pouvoir d'achat, on vous dit, je ne suis plus à mesure de continuer à consommer de la sorte. J'ai réduit, on réduit quoi? Les dépenses, ou j'ai réduit la somme que j'ai dévée, ou le pourcentage que je dois épargner? Non, je vais donner un exemple. Un bien peut-être qui coûtait 500 francs, avec 1500, je crois. Mais maintenant, le bien en question, ne plus 500 francs, c'est maintenant 700 francs. Avec le 1500, j'aurais que 2. Il y a les 100 francs restants. Je me dis, bon, je le mets quand même à côté. À côté? Ah, ok. Là, c'est l'épargne forcée. Oui. Il y a aussi l'épargne, voulais-je dire, involontaire. L'épargne involontaire, on le fait. C'est ce qu'on fait souvent, mais on ne dit pas les noms. L'épargne involontaire, c'est quoi? On se dit, ces derniers temps, vraiment, je n'ai pas envie de trop manger. Avant, je consommais 5 pains, mais je trouve un peu... je n'ai pas vraiment envie de trop manger. Je peux prendre même 2 ou 3. Maintenant, l'argent restant là, je me dis, bon, je le mets quand même à côté. Involontaire. Ça arrive. Achète même 2. Le reste, mets ça de l'autre côté. Et c'est involontaire. Mais il y a aussi l'épargne volontaire. L'épargne volontaire, chacun s'est dit, un salarié, quelqu'un qui a un revenu permanent, il s'est dit, chaque fin du mois, je dois mettre le 20% de ma rémunération dans une caisse. C'est de manière calculée. Chaque fin du mois, il sait déjà que je dois enlever le 20%. Donc c'est calculé. Là, c'est l'épargne volontaire. Donc je le fais vraiment de mon gré. Avec mon propre gré, je le fais. Donc voilà un peu. Maintenant, contextualisons aussi pour cette maman maraîchère, ces commerçants congolais qui est touché par cette éducation financière, qui a compris qu'il peut épargner pour sa vie, pour le patrimoine, pour aussi créer un autre projet d'investissement. Mais lui qui n'est pas payé à la fin du mois, lui qui n'est pas payé à la fin de chaque 2 mois ou à la fin de la journée, comment et quels seraient les comportements de cet autre Congolais qui gagne sa vie en dehors du salaire, en dehors des primes et consorts? Comment ça sera? Merci. Vente, lorsqu'on dit recette, recette c'est pour le commerçant, donc nous vendons, on a des recettes. Des recettes égale revenus. D'une manière ou d'une autre. Bénéfice égale revenu. Non, recette. Je parle de recette. C'est différent des bénéfices. On appelle souvent MIV, bénéfice. Oui. Là, c'est le langage, c'est différent des recettes. Recette, c'est l'ensemble de ventes. De ventes. On a pris le cas d'un commerçant, il vend, le finish, à la fin de la journée, il a ce qu'on appelle recette, ensemble de ventes. Voilà. Maintenant, dans cette recette, il doit maintenant enlever le coût du projet. Du produit. Du produit, soit du projet. Pour dire que je vendis 10 000 francs. Mais le bien que j'ai eu à vendre à 10 000 francs, ça a été acheté à combien? Avec tout le frais connexe. Très bien. Je me dis c'était à 8 000 francs. J'enlève le 8 000 francs, qui est le coût. Je récupère le coût du projet. Et ça me reste 2 000 francs. Et dans le 2 000 francs, ce qu'on appelle bénéfice, c'est ça maintenant le revenu d'un commerçant. Très bien. Et sur base de ce revenu, il doit maintenant magasiner le 20%.
Le 20% de 2000 francs, c'est 400 francs si je ne me trompe pas. Et il va rester avec 1600 et les 1600, il peut faire autre chose. Dépenses. En tout cas, là maintenant c'est pour ceux qui ne gagnent pas à chaque fin du mois. Alors, quels sont les comportements que doivent opter les agents économiques? Parce que là on a parlé aussi des salariés, des commerçants qui attendent leurs revenus sur base de leurs recettes et leurs bénéfices et les coûts de projet. Et des agents économiques, et nous expliquer aussi l'agent économique et ce qu'il peut faire en termes d'épargne. Je sais que ceux qui sont à la maison se posent la question, c'est quoi un agent économique? On veut nous dire quoi? Un agent économique, c'est nous tous, sans distinction aucune. Il y a le ménage, il y a les entreprises et puis il y a l'État. Dans le ménage, on trouve ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et dans les entreprises, on trouve les entreprises privées et de l'État. Et puis on trouve un régulateur qui est l'État. Donc il y a 3 agents économiques. Il y a le ménage, entreprise, privée comme publique, et puis on trouve d'autre côté l'État. Ah, donc l'État aussi peut épargner? Oui. Oh! L'État, c'est lui qui dépense, c'est lui qui prend la charge, et comment elle peut encore épargner? C'est ça. C'est une notion purement économique. Très bien. Mais je vais... Alors, allons-y d'abord sur le ménage comme agent économique et on revient sur les entreprises et aussi les régulateurs qui est l'État. Je commence par l'État. Très bien. Dans notre pays, dans tous les pays du monde, mais je prends le cas de notre pays, on dit on a des réserves de change, les réserves de ceci, les réserves, c'est aussi une épargne d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on a dit ici, l'épargne, c'est une réserve. Mais qui sera quand même dépensé? Qui sera quand même dépensé, c'est ça. On a des réserves qui sont utilisées avec l'État. Avec l'État, voulais-je dire. Donc l'État a aussi l'épargne. Raison pour laquelle ici, durant la période de Covid, l'État payait ses fonctionnaires avec quoi? L'argent là provenait d'où? Parce que la production, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Donc l'État aussi épargne d'une manière ou d'une autre. Maintenant, les entreprises. On a parlé ici de disposer d'une réserve. Toute entreprise a une réserve. Toute entreprise, privée comme l'État. Là, c'est à la théorie ou c'est une réalité et le régulateur vient contrôler si vous avez des réserves capables de prendre en charge carrément vos activités pendant une période. Mais c'est ça qu'on fait d'ailleurs le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC. Quand il vient contrôler les états financiers, il doit suivre tout ça. Donc, toute entreprise doit aussi avoir une réserve. On dit une réserve statutaire. Donc, la réserve statutaire, il y a un pourcentage prédéfini. Mais là, ce n'est pas pour revenir l'utiliser comme le produit de l'épargne ou carrément le résultat de l'épargne. Non, cette réserve-là peut être utilisée autrement. Comment? Une entreprise peut aussi investir dans une autre entreprise. L'entreprise A investit dans l'entreprise C ou soit B. Dans quelle forme? C'est-à-dire que vous êtes je prends l'exemple votre entreprise des prestations de tel service. Je prends l'exemple de votre entreprise pour être pragmatique. Éduc TV. Oui, Éduc TV. Éduc TV a, je ne sais pas, capital, je ne sais pas de combien, mais il s'est dit, je dois aussi investir dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous êtes aussi en ligne. Créer aussi un média en ligne. Oui. Mais il y a déjà une entreprise de médias en ligne qui existe, mais qui cherche d'autres actionnaires. Éduc TV vient, achète les actions dans cette entreprise-là. Il devient aussi actionnaire dans cette entreprise numérique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, Éduc TV investit dans une autre entreprise, soit de ses réserves, ou soit les actionnaires décident de bomber leur capital et investir dans une autre. Maintenant, avec le privé, avec le ménage, on est là, on doit faire de notre mieux, vraiment faire de notre mieux pour épargner. Je sais que d'autres se posent la question avec des salaires SIDA ici au Congo, comment on peut arriver à épargner. Non. On doit toujours chercher à tout prix pour épargner parce que l'épargne, il y a des dépenses qui sont autres. On avait dit les dépenses sont toujours, le besoin sont toujours illimités. Si je me dis, non, vu ça, je dois utiliser tout mon argent, je me mets en mal moi-même. Donc je dois épargner. La question était,
comment se comporte un agent économique. Et voilà, c'est là, c'est après d'avoir écouté, comprendre, après avoir suivi la définition sur l'agent économique, qu'on a compris, même l'État, c'est un agent économique, les ménages, même les entreprises publiques, tout comme privées. Ouais. Alors, nous voulons comprendre comment il se comporte pour épargner. Ok, merci. Ici, je mettrai plus l'action sur le ménage. Très bien. Les ménages, vous avez dit, il y a des chômeurs. Il y a des chômeurs. Même un chômeur peut épargner. Même Non, un parce chômeur. qu'il n'a pas de revenus. Si il a des revenus transitoires. Toi, Bakabelio, donc pense aussi à épargner. Oui, c'est Même très si on appelle ça transport, mais tu peux comprendre que ce n'est pas vraiment mon transport, Oui, parce que c'est ça ça. peut me coûter 4 000 francs de transport, mais on me remet 25 000 francs. Ouais. Et je peux mettre à côté le 20% à chaque fois que j'aurai d'occasion comme ça. Alors, est-ce qu'il faut avoir d'abord un projet à réaliser pour commencer l'épargne, ou juste il faut épargner par peur du lendemain? Le lendemain, je vais dire. Bon, j'en viens, mais j'aimerais commencer par comment se comporte l'épargne d'un agent économique. Ouais. Ouais. Le comportement d'épargne d'un agent économique est une fonction variable dans les temps. Et pour mieux expliquer cela, j'aimerais faire recours à la théorie de vie d'un célèbre économiste, Modigliani, qui a subdivisé cela en 3 dimensions. Quand on est jeune, comment se comporte le jeune? Les jeunes consomment même lorsqu'ils n'ont pas de revenus. Pas de cadeaux, pas ceci, pas cela, mais ils consomment quand même. Ils ont des dépenses et des dépenses. Vous pouvez constater cela même auprès de votre enfant, soit auprès de votre famille, petite fille ou je ne sais pas, petit frère. Vous constaterez que ceux qui n'ont pas de revenus, ils ont tendance à plus demander. Je veux ceci, je veux cela, à l'absence même du revenu. Lui, soit elle, n'a pas un revenu, mais il consomme quand même. Et là-bas, maintenant, comment elle épargne? L'épargne est négative. Il n'y a pas d'épargne. Presque nul. Il n'y a pas d'épargne. Vraiment très négative. Maintenant, dans sa vie active, comme vous, comme moi, comme d'autres qui cherchent quelque chose, ils se disent quoi? Je dois épargner parce que je dois préparer mon avenir, je ne sais pas demain. Donc, je dois épargner. Et comment il épargne? L'épargne est croissante. Elle n'est plus négative de l'autre côté. Non, croissante. Parce que vous êtes actif. Hein? Vous êtes actif, vous travaillez chaque fin du mois, vous enlevez le 20%, vous faites ceci. Donc, et vous avez vraiment envie d'atteindre les sommets. Maintenant, il y a la 3e dimension qui est à la retraite, après le travail. Vous savez, c'est d'ailleurs ce qui pose problème ici en Afrique. Une fois, j'étais ministre. Après 2 ans, je ne suis plus ministre. Je l'AVC. Et je suis dépression mentale, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne prépare pas cela. Alors que tout doit être préparé. On s'est dit, moi, je suis encore là. Comment je dois penser à la mort? Comment je dois penser à la retraite? Je suis encore fort, je suis intelligent. Non. C'est ça le réflexe de nous. Alors qu'on doit penser à cela. On doit épargner. Parce que lorsqu'on est à la retraite, quand vous êtes, c'est pourtant que vous devenez le DG de cette chaîne. Vous avez un niveau de vie un peu autre que vos subalternes. Et une fois que vous quittez DG, vous devez maintenir ces niveaux-là. Vous devez maintenir. C'est une obligation parce que avant je mangeais combien de fois? 5 fois quand j'étais DG. Je roulais en véhicule du lundi au samedi, soit du dimanche. J'allais dans des restaurants faire ceci. Vous devez faire de votre mieux. Maintenir cela. Et c'est ce qui pose problème, surtout en Afrique. Parce qu'on s'est dit, l'argent que j'utilisais quand j'étais ministre, soit quand j'étais DG, c'était l'argent de l'entreprise. Voilà. Il y avait des collations à tout moment. Je veux faire ceci, il faut cela. Et une fois que je suis plus DG, je me dis, comment donc vous devez créer des revenus qui doivent vous permettre de maintenir votre cap. Évidemment. Et si vous ne maintenez pas, c'est carrément la dépression qui vous attend. Ok, on comprend. Maintenant, quand on a l'épargne qui est assez... qui tourne, on peut maintenant espérer que ce n'est plus négatif. De l'autre côté, avec les chômeurs et les agents économiques qui ne sont pas actifs. Alors, quels sont les outils de l'épargne dans des mots plus clairs? Les outils de l'épargne, s'il faut simplifier cette notion, sur l'autre site, il y a beaucoup de notions lorsqu'on veut parler des outils de l'épargne, mais moi ici, j'aimerais plus parler des outils de mobilisation de l'épargne. Lorsqu'on parle des outils de mobilisation de l'épargne,
c'est la banque. J'aimerais plus me limiter à la banque. Alors, ici au Congo, il y a en tout cas les banques qui font de leur mieux pour sensibiliser les uns les autres. Les banques qui nous reviennent toujours dans la mobilisation, dans les faits de pousser la communauté à ouvrir des comptes épargne, à sensibiliser comment commencer la confiance, la confiance entre les banques et la population congolaise, de par aussi notre histoire avec Bingo, avec d'autres cas comme Biak, avec My God for Gold, tout consort. La banque, c'est l'outil de l'épargne que nous pouvons davantage. Lorsque je parlais de la banque, je suis vraiment dans le sens large. Large. Je fais allusion aux banques commerciales. Ouais. Dans notre pays, il n'y a pas de banque d'investissement, malheureusement, soit banque d'affaires, il y a les banques commerciales. On a les institutions de microfinance, vous avez parlé de Finca, vous avez parlé aussi, ils proposent les comptes épargne. Exactement. Mais il y a aussi ce qu'on appelait abusivement ristourne, la tontine. Maintenant, l'ikelemba. Là, c'est une forme d'épargne. C'est une forme. Ça nous permet d'épargner d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la banque nous met à notre disposition des grands services. Nous aide à faire 2 grandes activités. Quelles sont ces activités? 1, garder notre argent, qu'on appelle dépôt, épargne. 2, la banque nous permet de solliciter un prêt, qu'on appelle crédit. Et avec ces 2 activités, lorsque je parle, j'ai la facilité aussi de solliciter un crédit. Donc, là, avec les institutions de microfinance d'ailleurs, la vulgarisation de la population. Donc, on essaie un peu de vulgariser, on essaie un peu de sensibiliser la population pour leur dire que épargner, c'est bien avoir un compte. Parce qu'à l'époque, on pensait avoir un compte bancaire, il faut seulement être nanti, il faut seulement être l'enfant de X ou quelque chose. À l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Même moi, même celui qui nous suit à la maison, celle qui nous suit à la maison, peut avoir un compte épargne. Et ces comptes-là, d'ailleurs, sous d'autres ici, on parle de compte date, dépôt à terme. On dit en Europe, on n'a pas encore un enfant, je suis nouveau marié, je me dis, je dois épargner pour mon fils, soit ma fille, pour mon enfant en gros. Donc, on doit avoir cette culture-là. En Europe, ou sous d'autres aussi, ça a déjà commencé depuis longtemps. Mais ici, on s'est dit, je dois avoir un compte épargne. Pourquoi? Pour quelle finalité? D'ailleurs, moi qui gagne 100 000 francs, pourquoi l'épargne? Alors que c'est très, très important d'avoir une épargne, soit un compte épargne. Parce que lorsqu'on magasine l'argent à la maison, on a tendance à les utiliser d'une manière ou d'une autre. Il y a des besoins qui se présentent de manière illimitée et on est tenté à utiliser cet argent-là. Alors, maintenant que les banques sont là, d'autres méthodes comme, bien que c'est découragé par l'État qui ne garantit pas vraiment la sécurité sociale comme le ristourne et d'autres pratiques, le budget est serré. Les revenus sont quasiment limite. Il arrive certains salaires qui vous permettent juste de vous acquitter de votre charge d'habitation et vous devez vous battre maintenant le long du mois pour survivre avec tout ce qu'il y a comme charge, santé, produits cosmétiques, vêtements et tout consort. Avec un budget serré, là vous allez nous donner votre avis d'expert et technicien. Comment on peut programmer une épargne? Au Congo, on s'est dit, contentons-nous d'aujourd'hui, demain c'est Dieu seul. Ah ben oui, et ça marche. Ça marche. Et oui. Ça marche. Contentons-nous d'aujourd'hui, demain. Ne vous souciez pas du lendemain parce que demain va se soucier de lui-même. Ah, c'est ça le problème. Alors. Il faut... Lorsque j'ai un revenu, que j'appelle rémunération, pour ne pas parler de salaire, parce que le salaire n'est rien d'autre qu'une partie de la rémunération. Lorsque j'ai une rémunération, moi, je me dis, je dois faire tout sur base de ma rémunération. Mais ce qui n'est pas le cas avec nous, on s'est dit, moi, j'ai 300 $, mais je vais aller louer soit à Gombe. Mais comment je dois survivre? Alors qu'une maison, un appartement peut-être coûte déjà 300 $. Et vous êtes tenté dans des pratiques malsaines pour dire non, bon, il faut être encouragé, la vie se gagne encouragé, même pour entrer au ciel, il faut être encouragé. Tout ça. On a des notions un peu bidons.
Mais alors que moi, je conseille à ceux qui nous suivent que quel que soit le niveau de l'enveloppe de votre budget, vous devez avoir un réflexe épargne. C'est-à-dire, j'ai le 300$, allez trouver une maison de 100$ et ayez une épargne de 20% qui sera de 60$. Et puis le reste, faites avec ça autre chose. Il ne faut pas aller chercher, dire, laisser la charge à notre rédempteur. Lui, il a déjà tout fait pour nous. C'est à nous maintenant de décider. Il ne faut pas, non, et surtout, les pasteurs doivent m'excuser. C'est surtout nos pasteurs qui nous conduisent un peu en erreur pour dire que non, toi fais seulement, Dieu lui-même, c'est... Non. En final, ce n'est pas ça. Je dois épargner. Avant de venir ici, vous êtes-vous, avant de venir ici, vous avez payé les carburants, vous avez fait ceci. Mais comment je peux me dire, j'ai 20 ou soit 50$ pour mettre les carburants, je me dis, non, je dois aller donner aux enfants, faire ceci, Dieu lui-même sait comment je dois sortir. C'est bidon un peu. Donc, nous devons avoir un réflexe épargne, quel que soit le niveau de notre rémunération. Comment épargner le 20% que vous insistez sur un budget assez serré? Vous nous avez recommandé de réduire les ambitions de nos dépenses. Si vous pensez que vous pouvez vivre à un endroit qui peut vous être moins cher, allez-y, mais avec l'option de réaliser votre projet grâce à votre épargne. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, même si on arrivait à gagner plus? Même si on arrivait à gagner plus, on doit toujours chercher à épargner. J'étais par exemple à Kisenso. Je gagnais 100 ou 150$. Mais je changeais de l'employeur. Je suis maintenant chez X qui me paye 500$ le mois. Est-ce que je dois continuer à vivre à Kisenso avec les 120, avec les 150? Non. Je dois peut-être changer pour voir pourquoi pas Lemba, pourquoi pas Limité, là où je serai à l'aise avec les 500$. Mais mes 500$, je dois faire de mon mieux. Moi, avec les 500$, je me dis, je dois magasiner quelque chose. Donc, mettre en caisse quelque chose, et puis de 20%. Et puis le reste, je dois essayer maintenant de faire de mon mieux pour essayer un peu de nouer les deux bouts de moi. Alors, voilà. Que dites-vous aussi de cette pratique qu'on retrouve? Vous gagnez 500 000 francs, vous mettez de côté 250 000 francs pour que vous puissiez vous battre avec les 250 000 autres. On reste dans le franc congolais. Est-ce que c'est une bonne pratique qui bénéficie à l'épargne carrément? Ça dépend, là maintenant ça dépend de la vision de l'épargnant. Donc de celui qui est un épargnant engagé avec l'épargne assez exagéré. Je ne pense pas. Il prend les 50% des, il prend les 50%. De revenus. Ça dépend des objectifs qu'il veut atteindre. C'est-à-dire, il ne faut pas ici, j'aimerais que ceux qui nous suivent à la maison n'aient pas l'imbroglio entre thésauriser et épargner. Parce que lorsqu'on parle de la thésaurisation, on met juste de côté pour une fin inconnue. Ok. Je mets juste de côté. Mais on épargne parce qu'on a un objectif à atteindre. J'ai 500 000 francs, je mets de côté 250 000 francs. Le souci est de monter une boutique durant, après 5 mois, après 2 mois. Ou soit le souci est de faire une activité, je ne sais pas, après 3 mois. Raison pour laquelle je me dis, j'ai besoin de 1 million, donc il faut augmenter l'enveloppe de mon épargne de telle sorte que cette activité soit réalisée le plus vite possible. Là, ça dépend de l'objectif. Mais à part de l'objectif, il faut aussi voir la situation financière de l'épargnant et puis son revenu. Quelle est la situation de ma famille? Si je suis moi-même le responsable, est-ce qu'il faut épargner les 50%? Est-ce que le 50% restant va me permettre de nouer les deux bouts du mois? Si oui, d'accord. Mais sinon, on doit essayer de mieux réfléchir. Mais je parlais de l'objectif de l'investissement. Pourquoi je dois investir? Pourquoi je dois faire ceci? C'est aussi important. La durée de l'investissement. Je me dis, je serre juste ma ceinture pour 5 mois. 5 mois, j'aurai 1 million qui me permettra de réaliser X, Y activités. Et après mes 5 mois, je reviens à la vie normale. Et puis aussi, il faut calculer l'appétence au risque. Jusqu'où? Si jamais l'activité, je montais l'activité et que ça ne marche pas,
je suis capable d'aller jusqu'où avec cette aventure. Donc tout cela, un épargnant doit tenir compte de tout ça. Parce qu'ici au Congo, le problème c'est quoi? Je vois M. Mwamba monter une activité et ça marche bien. Moi je me dis, l'activité de foot, moi aussi je vais me lancer dans ça. Mais j'ai oublié que vous avez peut-être, vous êtes vous-même employé dans votre activité. Donc vous n'avez pas besoin de faire recours à une main-d'œuvre extérieure. Vous-même, vous exécutez votre activité. Mais moi, quand je veux mettre en place cette activité-là, j'aurai besoin d'autres personnes pour m'aider. Et au finish, j'aurai déjà les recettes, j'aurai à travailler à perte, et puis je me dis non, lui il a touché au gris-gris, raison pour laquelle son activité marche. Alors que c'est pas ça. Alors l'épargne, c'est en termes périodiques, on doit épargner après combien de temps, s'il faut limiter son activité d'épargne? Comment épargner dans une période? C'est d'ailleurs ce que je dis ici. L'épargne dépend de l'objectif de l'épargnant. Moi, aujourd'hui, vous avez 2000 francs, vous soustrayez 20%. Vous gardez 400 francs. Le lendemain, vous aurez 500 000, vous retirez de 20%. Après une semaine, vous allez toujours continuer d'épargner. Donc, le dépôt à la banque, supposons que vous avez un compte bancaire, à chaque fois que vous irez déposer votre dépôt, en termes d'épargne, il n'y aura pas de restrictions légales pour l'épargnant. Non. Autant de fois que vous pouvez. Autant de fois, oui. Ça dépend. Moi, j'épargne. Pourquoi? C'est quoi la finalité de mon épargne? C'est ça la question. J'avais dit ici, il y a 3 motivations, c'est 3 raisons. Parce que je dois avoir une liquidité, avoir de liquidité, avoir une réserve, ou soit parce que je dois constituer un patrimoine. Ça dépend de moi. Je dis, je veux une nouvelle maison à Gombe qui coûte 100 000 $. Je dois épargner, avec mon revenu par exemple de 5 000 $, je dois épargner combien pour que peut-être dans 10 ans, j'ai une maison de 100 000 $. Alors, maintenant qu'il y a l'épargne comme source de financement d'un projet, mais ce n'est pas seulement l'épargne qui est source de financement des projets, il y a aussi la possibilité qu'offrent les banques, par exemple, des crédits. Comment pallier aux besoins d'investissement quand peut-être on a épargné, mais on n'a pas pu? Ben, il y a quand même l'opportunité, l'occasion d'emprunter. Est-ce qu'on serait limité, on serait carrément réservé pour ne pas aller emprunter, sachant que j'ai quand même une source qui est l'épargne? Ceux qui nous suivent à la maison doivent retenir, peut-être ils seront choqués pour dire, mais ça devient un paradoxe. Comment il a dit épargner, mais il faut aussi faire recours à l'emprunt. C'est un paradoxe, non? Déjà, dans le monde des affaires, il est recommandé de ne pas monter une activité 100% capitaux propres. Parce que c'est un risque. Un entrepreneur... Mais tu ne vas pas te suivre toi-même. C'est ça. C'est propre. Mais si c'est d'autrui et que ça n'a pas marché pendant les 3-4 mois, vous devez continuer à payer des frais d'intérêt, d'emprunt, des crédits. C'est ça la raison pour laquelle j'ai dit que je vais choquer. Peut-être ils vont dire que c'est l'imbroglio, c'est la confusion, alors que ce n'est pas ça. Lorsque vous voulez se lancer dans une activité, une grande activité, vous êtes obligé de ne pas investir, d'avoir un capital villageois ou soit de capitaux propres 100%. Vous devez emprunter, vous devez faire recours aux capitaux étrangers. Donc, ici, pour ceux qui nous suivent à la maison, bien que vous avez épargné, vous vous dites, dans 3 ans, je vais monter une SA, et que dans 3 ans, vous avez 100 000 $, mais l'activité en question veut 120 000, à ce moment-là, vous pouvez faire recours aux capitaux étrangers. Donc, faire recours à un emprunt. Oui. Et puis, peut-être prochainement, quand on aura parlé de l'emprunt, j'aurai à approfondir pourquoi ne pas monter une activité 100% avec les capitaux propres. Parce que vous avez épargné. Prenons notre cas. Vous avez fixé l'objectif d'épargner pour vous investir dans l'agriculture. Vous étalez l'état de besoin, vous réalisez qu'il vous faut 3 millions de francs congolais. Vous serrez la ceinture pendant 2 ans, vous arrivez à retirer les 3 millions de francs congolais. Vous allez investir, vous allez dire non, je ne peux pas risquer avec les capitales propres, je dois rajouter même
1 million de l'extérieur. Pourquoi? Je dis ici que un entrepreneur, je ne parle pas des entrepreneurs de PME et autres. Si c'est une petite activité, là, je vous conseille de vraiment de monter votre activité avec un capital 100% propre, donc avec vos moyens. Mais si c'est une grande activité, je parlais des SA, je parlais des SARL, il ne faut pas, même dans les rêves, prendre les risques d'investir 100%. Très bien. Il faut faire recours à d'autres actionnaires. Parce qu'un vrai entrepreneur n'aime pas prendre le risque seul. Il s'est dit, moi je dois risquer avec les autres. On doit partager. S'il y a une perte, on doit partager. S'il y a un gain, on doit aussi partager. Donc je pense que lorsqu'on aura abordé des questions sur l'emprunt, et on aura allé un peu essayer un peu de approfondir la question. Mais aujourd'hui, ce qu'ils doivent retenir, si c'est une petite activité, il faut le faire avec vos propres moyens. Pour la simple raison, vous serez bité, vous aurez des problèmes de contrôle de votre activité. C'est ça le problème. Mais si c'est une grande activité, les charges seront partagées. Alors nous sommes en train de chuter, on est en train d'évoquer l'épargne, comment s'y prendre sur toutes ses formes. Aujourd'hui, les banques proposent cette possibilité de garder pour nous l'argent, et nous avons aussi certaines personnes qui doutent, avec beaucoup de réserves, qui préfèrent garder l'argent soi-même à la maison. Question, que direz-vous à cette personne qui garde l'argent à la maison à la place appropriée aux microfinances, à une banque ou dans d'autres structures financières? Nos amis qui nous suivent à la maison, notez ce que je vais dire maintenant. Vous savez, le Congo n'est plus comme le Congo d'avant. Vous pouvez vous promener avec je ne sais pas combien de millions et vous êtes à l'aise. Et aujourd'hui, il y a d'autres personnes, je ne sais pas s'ils ont développé ou bien si c'est quoi, ils sentent même l'odeur de l'argent. Et vraiment, garder l'argent à la maison, c'est appelé d'une manière ou d'une autre le koulouna, les bandits et autres. Mais, et puis, si jamais le bandit et autres venaient et qu'ils prenaient tout cet argent-là, c'est vous qui serez en perte. Mais si c'est dans une institution financière, notamment, je prends le cas de Biak ici, d'une manière ou d'une autre, le bénéficiaire, ou soit le client de la BIAC, ils sont payés, bien avec des montants un peu dérisoires, mais ils sont quand même remboursés. Donc, le mieux serait de mettre ce que vous avez, ce que vous jugez garder à la maison, à la banque, parce que là-bas, d'ailleurs, à la fin de l'année, si c'est un compte épargne, vous avez des intérêts, bien que c'est minime, mais vous avez quand même des intérêts. De deux, le risque, le coût du risque est tellement déduit. Et puis, la banque va vous payer. Donc, c'est très important d'avoir un compte épargne dans une banque qu'avoir une caisse à la maison. Une caisse à la maison et les risques de recourir. On a toujours été au bout. On s'est dit, bon, je suis au bout, je dois avoir l'argent. Et on recourt à ces réserves. Est-ce que c'est possible dans des cas pareils? J'épargne, mais le besoin est là, et que je n'ai plus de liquidité. Je peux recourir à ma caisse épargne pour décanter une situation. Vous pouvez aussi recourir dans votre compte épargne pour trouver la solution. Le problème, c'est quoi? Le Congo, vraiment les institutions financières, en gros, sans distinction aucune, doivent aider la population. Vulgariser, aider les gens, vraiment, parce que on s'est dit, lorsque j'ai un compte épargne, d'autres ne savent pas comment fonctionne un compte épargne. Il s'est dit, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne, si jamais je mettais mon argent, est-ce que j'aurais la possibilité? Oui. Il faut juste savoir après combien de temps. Ça dépend d'une banque à une autre. D'autres ont dit 2 fois. Première, deuxième, c'est gratuit. Des retraits, vous ne payez rien à la banque. Mais troisième opération, c'est vous, la banque va retenir de frais bancaires et autres. Mais si vous faites des retraits, et vous aurez à payer rien à l'institution. Mais il faut juste savoir comment ça fonctionne. Et puis lorsque vous sollicitez un compte épargne, il faut demander à l'institution comment votre institution gère les comptes épargne. Dans les comptes épargne, il y a les comptes aussi, ce que je dis, les comptes date. Bien qu'ici, vraiment, ça ne se fait pas. Mais pour ceux qui ont assez
de moyens pour dénoncer. Expliquons un peu le compte date. Le compte date, c'est le dépôt à terme. C'est ce qu'ils font. Ce qu'on appelle compte bloqué ici. Oui. Maintenant, le compte bloqué, c'est pour pendant un temps. Je me dis, je mets mon argent aujourd'hui, c'est après 5 ans que je serai en possession de ça. Donc, avant 5 ans, je ne peux pas retirer. C'est ce qu'on dit, non, bon, les banques nous utilisent, alors qu'il faut savoir comment fonctionne le compte à part. Très bien. On aura en tout cas beaucoup de sujets avec l'éducation financière. Merci, M. Mboukou Nouni, d'avoir été le nôtre et pour avoir accepté de nous éclairer sur toutes ces formes sur l'épargne. Merci, c'est à moi de vous remercier. Merci. C'est la fin d'éducation financière, mesdames, messieurs. Tenez-vous bien et tâchez à appliquer ces conseils pour votre épanouissement financier. Ça va vous permettre aussi de maîtriser des revenus et aussi chercher à en avoir plus. Merci pour votre fidélité et votre confiance sans cesse renouvelée à notre chaîne. Au revoir et à très bientôt.